Imaginez une créature dotée d'un corps rappelant celui d'une seiche, avec des yeux montés sur des tiges ressemblant à un serre-tête fantaisie, des nageoires ornant sa queue, et un long nez effilé qui se termine par une bouche garnie de dents, ou peut-être une pince. Et oui, le monstre de Tully est en chasse. C'est incontestablement l'une des créatures étranges que vous aimeriez le moins croiser en plongée sous-marine. Heureusement, cette espèce a disparu il y a 300 millions d'années. Découverte dans l'Illinois au cours des années 50, cette créature marine atypique a longtemps divisé la communauté scientifique quant à sa véritable nature. Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'un vertébré, c'est-à-dire une créature dotée d'une colonne vertébrale, tout comme les humains. Toutefois, une équipe de chercheurs japonais a récemment étudié de nombreux fossiles du monstre de Tully, recourant à une technologie laser avancée pour les analyser en détail et en 3 dimensions. Bien que de nombreux mystères entourent encore le monstre de Tully, les scientifiques ont fini par déterminer qu'il ne possédait pas de colonne vertébrale. L'étape suivante a consisté à identifier quel type d'invertébré il pouvait être. Ressemblait-il à un Amphioxus, qui présente des similitudes avec les vertébrés, ou était-il plus proche des escargots et des vers? Ils ont également mis en évidence une segmentation au niveau de la tête, qui s'étendait depuis le corps. Une caractéristique absente chez les créatures dotées de structures osseuses. Pourtant, ces dernières années, certains scientifiques ont avancé l'hypothèse que le monstre de Tully pourrait être apparenté aux poissons sans mâchoire, comme les lamproies. Ces créatures, qui appartiennent au groupe le plus ancien de vertébrés, la superclasse des cyclostomes, ne sont guère plus plaisantes à regarder. Contrairement aux monstres de Tully, les lamproies ne sont pas éteintes. Elles continuent de hanter les océans, effrayant tantôt d'autres créatures, tantôt les humains, notamment dans les eaux des régions nord et ouest de l'Atlantique où elles vivent. Présentes depuis des millions d'années, elles sont même bien antérieures aux dinosaures. Il y a fort longtemps, bien avant l'existence des humains, vivaient les Euryptérides, des créatures singulières, appartenant au groupe des arthropodes, qui comprend les araignées, les insectes et les crabes. Toutefois, les Euryptérides étaient bien différents de tout ce que vous pourriez imaginer. Leur corps, composé de nombreux segments, évoquait celui des limules. À la place des pattes, ils disposaient d'appendices particuliers situés à l'avant, utilisés comme des rames. Certains les surnomment même les scorpions de mer, ou les géants caparaçonnés, bien que la majorité des Euryptérides fussent de taille modeste, à l'exception notable du Jaekelopterus rhenaniae, un spécimen colossal pouvant atteindre une longueur impressionnante de 2,50 m. La prochaine fois que vous apercevrez un crabe déambulant sur une plage ou une araignée tissant sa toile, souvenez-vous de votre chance de ne croiser que des versions modernes et réduites de ses anciens parents, disparus il y a des centaines de millions d'années. Par ailleurs, certains Euryptérides étaient d'habiles prédateurs, rapides et agressifs, pourchassant leurs proies avec agilité, en dépit des courants. D'autres jouaient plutôt le rôle de charognards, se contentant de ramasser les restes qu'ils trouvaient au fond de l'eau, un peu comme une équipe de nettoyage des océans primitifs. Ces créatures singulières appréciaient particulièrement les environnements d'eau saumâtre, une eau dont la salinité se situe entre celle de l'eau douce et celle de l'eau de mer. Imaginez que vous flottiez tranquillement dans l'eau et que soudain, vous tombiez nez à nez avec cette créature. Non, ce n'est pas un étrange petit vaisseau spatial. Vous ne la croiserez pas non plus dans l'espace, même si son allure, semblable à ces créatures extraterrestres que l'on voit dans les films de science-fiction, pourrait s'y prêter. En réalité, vous la verriez flotter dans la mer. Il s'agit d'un animal minuscule, mais doté d'énormes yeux, nommé Dolocaris. Ces globes oculaires représentaient à eux seuls environ un quart de la longueur totale de son corps. Cet aspect presque extraterrestre le fait ressembler à une créature vivant dans les océans souterrains de mondes comme Europe, une lune de Jupiter, ou Titan, la plus grande lune de Saturne. On pourrait même imaginer des êtres semblables à Dolocaris nous réserver un accueil chaleureux lorsque nous poserons un jour le pied sur Mars. Dolocaris possédait une vue remarquable. Toujours en alerte, il surveillait le moindre mouvement autour de lui. Dès qu'il repérait une activité, il projetait sans hésitation ses appendices hérissés de pointe vers l'avant. Bien qu'ils ressemblent à des outils de serrurier au premier regard, ces appendices lui servaient en fait à capturer de petits arthropodes. Ce qui est étonnant, c'est que malgré son excellente vision, Dolocaris passait l'essentiel de son temps à chasser des proies dans des eaux claires et peu profondes. Pourtant, les fossiles retrouvés par les scientifiques se situent dans des couches rocheuses habituellement associées à des habitats sombres, semblables à ceux
où vivent aujourd'hui des espèces comme les crinoïdes des abysses ou les calamars vampires. Cela semble paradoxal, mais une hypothèse propose que ces créatures des grands fonds vivaient jadis dans des eaux peu profondes, avant que les changements géographiques de la Terre ne les conduisent vers les profondeurs. L'origine exacte de Dolocaris reste un mystère. Il pourrait appartenir au groupe des arthropodes, un réservoir fascinant de créatures étranges. Certains pensent qu'il pourrait avoir un lien de parenté avec les crevettes mantes, tandis que d'autres le comparent à des crustacés aveugles et vermiformes, habitant les sombres cavernes sous-marines. Regardez maintenant ce ver gigantesque enfoui sous le sable des fonds marins, attendant patiemment qu'une proie passe à sa portée. Ces créatures anciennes étaient des chasseresses redoutables, parfaitement camouflées dans leurs tanières sablonneuses. Aujourd'hui, 20 millions d'années plus tard, les scientifiques ont mis au jour les traces de leurs repères secrets. Le terrier découvert, en forme de lettre L, a été retrouvé dans d'anciens sédiments au large des côtes de Taïwan. Il mesurait environ 2 mètres de long, mais n'excédait pas 3 cm de diamètre. C'est dans ces abris que vivaient les ancêtres des actuels vers Eunice-aphroditois. Ces créatures ont traversé les âges et peuvent mesurer d'à peine quelques centimètres jusqu'à atteindre une longueur impressionnante de 3 mètres. Une créature plutôt étrange régnait sur les cieux nord-américains à la fin de l'ère des dinosaures. Connue sous le nom de Quetzalcoatlus, elle survolait des espèces emblématiques comme le tyrannosaure et le tricératops, affirmant son statut de souverain absolu du ciel. Ce géant ailé appartenait à un groupe de reptiles volants appelés ptérosaures, qui figurent parmi les plus imposants animaux volants jamais identifiés. Imaginez un Quetzalcoatlus aussi grand qu'une girafe. Ces créatures extraordinaires arboraient de longs cous, de petits corps, des pattes élancées et des ailes qui, bien que massives, semblaient courtes au regard de leur taille. Les spécimens les plus imposants détiennent le record de plus grandes créatures volantes de l'histoire. Leurs crânes, allongés et effilés, étaient parfois ornés de petites crêtes situées à l'arrière de la tête. Pendant longtemps, les scientifiques se sont interrogés sur les méthodes de chasse de ces impressionnants ptérosaures. Certains ont supposé que le Quetzalcoatlus, à l'instar de ses proches, agissait comme un gigantesque vautour, se nourrissant de charognes trouvées ici et là. Cette hypothèse venait du fait que ces fossiles avaient été découverts loin des zones côtières, contrairement à ceux d'autres grands ptérosaures comme le ptéranodon. D'autres spécialistes pensaient que ces animaux excellaient dans l'art du glanage, en planant au-dessus des cours d'eau douce pour attraper des poissons. Cependant, il semblerait que le Quetzalcoatlus ait été un prédateur redoutable, doté d'aptitudes de chasse exceptionnelles. La manière précise dont il capturait ses proies demeure néanmoins un mystère. Voici une autre découverte fascinante. Un fossile particulier, Haotia quadriformis, qui représente la plus ancienne trace de tissu musculaire jamais mise au jour. Ce fossile appartient à un groupe d'animaux, les cnidaires, qui inclut des créatures modernes comme les méduses, les coraux et les anémones de mer. Et avouez qu'il a une apparence vraiment unique, n'est-ce pas? Ce fossile présente des faisceaux de fibres organisés selon un motif symétrique en 4 volets, un agencement semblable à ce que l'on observe chez les cnidaires actuels. Cette structure est sans équivalent parmi les fossiles datant de l'Édiacarien, entre 635 et 540 et 1 million d'années avant notre ère. Bien qu'il puisse sembler étrange, ce fossile joue un rôle clé pour comprendre l'évolution du tissu musculaire chez les animaux. Grâce à de tels muscles, les organismes, nous y compris, ont pu développer de nouvelles stratégies alimentaires et explorer de nouvelles possibilités. Les muscles fossilisés étant extrêmement rares, les chercheurs doivent généralement s'appuyer sur des observations liées à l'alimentation, à la reproduction ou à la locomotion des animaux pour mieux les comprendre. Ce fossile extraordinaire suggère que l'apparition des animaux pourrait remonter à une époque encore plus ancienne que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Il existe des communautés entières de petits organismes inhabituels qui vivent dans les lagons en Patagonie. Et ils sont parmi les premières formes de vie jamais existantes. Personne ne les connaissait jusqu'à ce que 2 scientifiques, Brian et Maria, aillent explorer certaines zones en Patagonie. La Patagonie occupe près de la moitié de l'Argentine, et peu de gens y vivent. Seulement quelques agriculteurs et éleveurs de moutons qui restent principalement près des rivières et cultivent des choses comme des pommes, des poires et de la luzerne. Il y a longtemps, c'était un endroit sauvage et lointain où vivaient des tribus indiennes. Par exemple, les Tehuelche. Mais cette fois, nous allons suivre les traces de formes de vie qui sont apparues bien avant les humains
et regarder de plus près ces micro-organismes intéressants que Brian et Maria ont trouvés. Ces deux-là ont dû conduire pendant 9 heures sur des routes difficiles pour atteindre leur destination. Ils ont séjourné dans un petit village. Seulement 35 personnes y vivent. Sea Jane dépendent d'une seule source car il ne pleut presque jamais là-bas. Lors de la dernière nuit dans le village, Brian a réalisé que les images satellites qu'il avait prises montraient un ensemble de lagunes, qui n'étaient qu'à 16 km de distance. Le lendemain, la petite équipe a sauté dans une voiture et a remonté la route aussi loin qu'ils le pouvaient, jusqu'à ce que cela devienne trop difficile à conduire. Ils ont continué à randonner le reste du chemin. C'était difficile, car ils devaient porter de l'eau pour faire face au soleil intense. À certains endroits, ils ont fini par s'enfoncer jusqu'aux genoux dans une bouillie de sel. Là-haut, il y avait 12 lagons aux eaux parfaitement claires. Le lieu lui-même ne offrait pas grand-chose à part de l'eau très acide et salée et un soleil direct et intense. Mais c'était un peu comme un voyage dans le temps, car ces conditions ressemblaient à ce à quoi la Terre ressemblait il y a de nombreuses années. Lorsque Brian a examiné les lagunes, il a été surpris de voir de nombreux micro-organismes inhabituels là-bas. Nous les appelons, et ils sont si petits que nous ne pouvons même pas les voir sans un microscope. Mais ils se rassemblent et forment de grandes communautés. Dans le passé, de nombreuses espèces inhabituelles vivèrent de cette façon, par exemple les cyanobactéries. Elles étaient importantes à leur époque parce qu'elles produisaient de l'oxygène. La Terre, à ses débuts, n'avait pas beaucoup de ce gaz dans son atmosphère. Les premières stromatolites pourraient avoir été formées par différents types de bactéries qui ne produisèrent pas nécessairement d'oxygène, mais vivèrent simplement leur vie paisible là-bas. Elles formèrent des couches, s'empilant les unes sur les autres, afin qu'au moins certaines d'entre elles puissent recevoir un peu de lumière solaire. Elles utilisaient du sable et des liquides collants pour rester proches les unes des autres. Brian était également incroyablement surpris car c'était dans la tête les plus grands stromatolites vivants qu'il ait jamais vus. Les stromatolites vivants poussent généralement jusqu'à plus de 1 mètre de haut. Mais ceux qui venaient d'être découverts étaient de 5 mètres de large et quelques pieds de haut, ce qui est gigantesque comparé à ceux vivant dans d'autres endroits. Et les fossiles étaient encore plus grands. Il y a longtemps, ils pouvaient devenir plus grands qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres espèces qui pouvaient les manger ou leur nuire. De plus, il y a beaucoup d'autres organismes aujourd'hui qui peuvent se développer plus rapidement et de manière plus massive qu'eux et prendre leur place. C'est pourquoi les stromatolites ne peuvent survivre que dans de rares endroits où presque rien d'autre ne peut vivre. Comme dans ces lagunes très salées situées en haute altitude, plus de 3650 mètres, dans la puna de Atacama. Les stromatolites trouvés là-bas sont les plus célèbres, car ils pourraient être parmi les meilleurs exemples des premières formes de vie sur notre planète. Cependant, ils ne sont pas réellement la première forme de vie sur Terre. Les plus anciens de leurs fossiles ont 3,5 milliards d'années, alors que d'autres preuves que nous avons nous disent que la vie sur notre planète est apparue il y a environ 4,1 milliards d'années. Peut-être que certains stromatolites vivaient aussi à cette époque. Mais la Terre a beaucoup changé depuis lors, et les endroits où ils auraient pu vivre n'ont pas survécu. Tout cela peut ne pas sembler grand-chose à première vue, car personne n'a encore trouvé une bête exotique et étrange que notre monde n'a jamais vue auparavant. Mais ce sont des exemples notables de ce à quoi pourrait ressembler la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les scientifiques qui s'intéressent à l'étude de Mars viennent souvent dans cet endroit car il pourrait ressembler à ce à quoi la planète rouge ressemblait il y a très longtemps. Si des fossiles étaient cachés dans d'anciennes roches sur Mars, ils pourraient ressembler à ces stromatolites. Un autre pays lointain a révélé certains de ses secrets. C'est l'Antarctique avec un ancien monde perdu trouvé sous sa glace. L'Antarctique n'a pas toujours été cette terre isolée et glaciale de neige et de glace. Autrefois, elle faisait partie du supercontinent Gondwana, avec ce qui est maintenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, la péninsule arabique et le sous-continent indien. Mais à un certain moment, elle s'est séparée et a commencé à construire une vie à part. Elle s'est formée lorsque d'autres masses terrestres ont commencé à se déplacer, ce qui a formé sa côte. Mais l'Antarctique était également différent à bien d'autres égards à cette époque. C'était une terre recouverte de magnifiques forêts et de rivières pleines de vie. Les scientifiques ont utilisé des radars et des satellites pour explorer un monde mystérieux caché sous la glace là-bas. Cette ancienne terre, qui est proche de l'océan Indien, est aussi grande que l'État américain du Maryland ou la Belgique. Elle a plus de 14 millions d'années.
Certaines études disent que cette zone s'est formée il y a plus de 34 millions d'années, bien avant que l'Antarctique ne tombe dans son grand gel. Au début, les températures y étaient plus élevées. Peut-être comme le temps en Patagonie ou les forêts pluviales tempérées froides de Tasmanie, Nouvelle-Zélande, ou peut-être même plus tropicales que cela. Mais alors que le climat devenait plus frais, de petits glaciers ont commencé à se former sur les collines près des rivières. Les vallées se sont enfoncées davantage à cause de toute cette glace qui les recouvrait. Et puis, les températures ont encore baissé. Et une énorme couche de glace a recouvert tout le continent, cachant ces anciens glaciers. Des rivières ont façonné ce monde perdu il y a longtemps, bien avant qu'ils ne finissent par être recouverts de glace presque 3,2 km d'épaisseur à certains endroits. Des études scientifiques de cette région ont montré que ces paysages étaient remplis de hautes terres et de montagnes. La glace qui s'était formée sur l'Antarctique a rendu toute la région très froide, de sorte que le paysage ne pouvait plus s'éroder. Cela signifie que tout est resté essentiellement le même et intact sous la glace pendant des millions et des millions d'années. Ce qui est intéressant, c'est que nous en savons moins sur cette terre cachée sous la glace que sur la surface de Mars. Une façon de l'explorer davantage serait de forer ces calottes glaciaires pour vérifier les échantillons de sédiments en dessous. Il pourrait nous en dire plus sur la flore et la faune ancienne congelées en dessous. Ce n'est pas une nouvelle méthode. Une méthode similaire a été utilisée pour collecter des échantillons de 2 millions d'années au Groenland. L'Australie a aussi son monde secret. Des organismes anciens ont été trouvés cachés dans des roches provenant du nord du continent et datant d'environ 1,6 milliard d'années. Ces choses microscopiques font partie d'une famille appelée eucaryotes. Les membres de cette famille qui existent aujourd'hui comprennent les plantes, les champignons, les animaux et même ces minuscules organismes à une seule cellule, tels que les amibes. Tous les êtres vivants avec des noyaux dans leurs cellules, y compris nous, peuvent retracer leur arbre généalogique jusqu'à l'un des plus anciens membres de cette famille. Celui-ci est appelé le dernier ancêtre commun eucaryote, et il a vécu il y a plus d'1,2 milliard d'années. Ces organismes anciens étaient plus complexes et plus grands que les bactéries. Peut-être étaient-ils les premiers prédateurs sur Terre, chassant les bactéries. Nous sommes en Sibérie. Il fait si froid ici que les rafales de vent glacial te brûlent le visage. Toute cette neige blanche semble t'aveugler. Cet endroit ressemble à l'Antarctique à cause du permafrost. Récemment, un groupe de scientifiques a fait des recherches sur l'une des rivières locales. À l'aide d'une foreuse, ils ont extrait plusieurs échantillons de sol gelé. Les chercheurs ont été choqués de trouver des créatures vivantes à l'intérieur de la glace. Plus tard, en laboratoire, ils ont réalisé que les créatures étaient des organismes multicellulaires microscopiques connus sous le nom de rotifères bdelloïdes. Ces créatures ressemblaient à de petits vers. Les scientifiques savaient que ces vers pouvaient vivre dans des conditions de congélation jusqu'à 10 ans. Mais l'âge des rotifères trouvés dans la glace était d'environ 24 000 ans. Et après la décongélation, ils ont commencé à se reproduire, comme s'ils avaient dormi pendant quelques heures et non des milliers d'années. Une analyse plus poussée a montré que ces organismes pouvaient rester congelés pendant des centaines de milliers d'années. Les rotifères pourraient avoir vécu à l'époque où les gens n'avaient pas encore inventé la roue. Et ce n'est pas leur seul super pouvoir. Les rotifères bdelloïdes font partie des animaux les plus résistants à la radioactivité sur Terre. Ils peuvent survivre dans des endroits où il n'y a ni oxygène ni eau. Ils peuvent aussi rester en vie dans des zones à forte acidité et peuvent vivre sans nourriture ni eau pendant longtemps. Ce ne sont d'ailleurs pas les seules créatures connues pour vivre pendant des milliers d'années. Des types particuliers de mousse et certains micro-organismes sont aussi presque immortels. Les nématodes, également appelés vers ronds, font partie des variétés de vers les plus adaptables au monde. Imagine la tour Eiffel qui se dresse haute et fière. Et maintenant, faisons-la 10 fois plus haute et plaçons-la sous terre. C'est exactement à cette profondeur, à plusieurs milliers de mètres sous la surface, que les scientifiques ont découvert ces créatures. Il n'y a pas de lumière solaire et presque pas d'air à cet endroit. Et comme on est beaucoup plus proche du noyau de la Terre que de sa surface, la température y est plus élevée qu'au milieu du désert le plus chaud. Les millions de tonnes de terre qui se trouvent au-dessus créent une pression folle. Mais tout cela n'a pas empêché la vie de s'y développer. Lorsque les vers ronds manquent d'air ou de nourriture, ou lorsque la température devient trop élevée, ils rentrent dans un état unique de stase ou d'hibernation profonde. Dans ce mode, le métabolisme des vers ralentit et presque tous les processus de leur corps s'arrêtent. Les créatures peuvent dormir pendant très longtemps et ne se réveillent que lorsque l'environnement devient plus vivable.
D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller si profondément sous terre pour trouver ces créatures. On trouve des nématodes partout dans le monde. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes, des déserts, en haute montagne, parmi les glaces dures de l'Antarctique ou à l'intérieur des animaux et des humains. Nos prochaines créatures invulnérables sont les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau. Ce sont des invertébrés microscopiques à 8 pattes, étroitement liés aux arthropodes. Il est impossible de les voir à l'œil nu. Mais un microscope conventionnel te permettra de voir les tardigrades en détail. Ils ressemblent effectivement à de minuscules oursons. On les appelle oursons d'eau car ils ont besoin d'une fine couche d'eau autour de leur corps en permanence. Elle est nécessaire pour éviter la déshydratation. Les tardigrades ont été trouvés dans toutes sortes d'environnements, des profondeurs de l'océan aux dunes de sable. Ils sont incroyablement robustes grâce à la structure unique de leur organisme. Certes, ils ont l'air mous, mais leur corps est recouvert d'une cuticule résistante. Ce revêtement ressemble aux exosquelettes des sauterelles, des mantes et de nombreux autres insectes. Les oursons d'eau se débarrassent de leur ancienne couche de cuticule lorsqu'ils ont besoin de grandir. Chacune de leurs 8 pattes possède 4 à 6 griffes, ce qui les aide à s'agripper à n'importe quelle surface. Les oursons peuvent survivre à une température presque 3 fois plus froide que celle de la glace de l'Antarctique. La chaleur ne leur fait pas peur non plus. Il a été prouvé qu'ils pouvaient survivre à une température d'ébullition de l'eau. De plus, les oursons d'eau n'ont pas peur des radiations ni des hautes pressions. Dans les profondeurs de l'océan, la pression peut détruire les alliages des métaux les plus solides. Mais ces créatures peuvent résister à des pressions 6 fois supérieures. Et le plus impressionnant, c'est qu'ils peuvent vivre dans le vide de l'espace. Notre planète possède un champ magnétique. C'est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les tardigrades n'ont pas besoin de cette protection. Ils peuvent aller en orbite proche de la Terre et revenir indemnes. Tout cela grâce à une protéine qui protège leur ADN des rayonnements ionisants. Comme d'autres organismes immortels, les oursons d'eau peuvent tomber dans un état de cryptobiose. Les tardigrades rentrent leur tête et leurs jambes à l'intérieur de leur corps et s'endorment. Si les conditions environnantes menacent de geler, de se dessécher ou de subir un manque d'oxygène, ils resteront dans cette forme de tonneau jusqu'à ce que la situation s'améliore. Ce sont là des organismes et des microbes microscopiques que l'on ne peut voir qu'au microscope. Mais que penses-tu de quelque chose de plus grand? Voici les Opheridae. Ils vivent dans le sud-ouest des États-Unis et au Mexique. Ces coléoptères ne peuvent pas survivre à des températures élevées, vivre sans oxygène ou dans des conditions de rayonnement accrues. Mais leurs carapaces sont si résistantes qu'elles ne peuvent être entamées qu'avec une perceuse ou un marteau. Leurs exosquelettes durables sont faits d'une substance spéciale, la chitine. On la trouve aussi dans la carapace des crabes et des crevettes. Et encore, la chitine des Opheridae est si durable qu'elle leur permet de résister à l'impact d'une voiture roulant à grande vitesse. En cas de danger, ils peuvent cacher leurs moustaches et leurs solides pattes dans des renfoncements spéciaux de la coquille. Les autres animaux ne peuvent pas mordre à travers la carapace, si bien qu'ils recrachent le coléoptère et partent chercher leur déjeuner ailleurs. Dès que le danger disparaît, la bestiole étire à nouveau ses pattes et vaque à ses occupations. La carapace sauve aussi les coléoptères de la déshydratation, ce qui est très utile dans les régions arides du Mexique et du sud-ouest des États-Unis. À l'intérieur de leur exosquelette, ils peuvent stocker de l'humidité. En d'autres termes, ces insectes peuvent absorber de l'eau dès qu'ils en trouvent et transporter ce liquide à l'intérieur d'eux-mêmes. Nos prochaines créatures sont incroyablement fragiles, mais elles savent comment survivre dans des endroits où presque aucun autre animal ne peut vivre. Rendons-nous dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu pourras remarquer la présence d'une fosse. C'est une mine qui s'enfonce profondément dans le sol. L'air à la surface de notre planète contient généralement environ 20% d'oxygène. Mais dans la mine, il n'y en a que 10%. À l'intérieur de la grotte, l'air a également une teneur accrue en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone. Les humains ne peuvent pas y respirer sans une bouteille d'oxygène. On peut raisonnablement dire que l'eau et l'air y sont empoisonnés. Presque aucun animal ne pourrait survivre ici. Pourtant, 48 espèces d'organismes vivants ont été trouvées dans cette grotte. 33 d'entre elles sont des espèces nouvellement découvertes. Et ce ne sont pas seulement des microbes ou des bactéries qu'on ne peut pas voir sans microscope. Quelque chose de plus grand vit ici. D'étranges escargots blancs rampent sur les parois des mines. Des crevettes transparentes et un tas de sangsues d'un genre inconnu nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches et des araignées blanches effrayantes courent sur le sol. Et ils vivent tous ici depuis presque 5 millions d'années. Tu remarqueras peut-être un scorpion d'eau et une autre espèce non identifiée de cet animal.
Il ne ressemble pas à ses cousins qui vivent dans les sables chauds ou les forêts tropicales. Aucune créature vivante n'a l'air ordinaire ici. Tous les animaux sont blancs ou transparents. Ils n'ont pas d'yeux, mais sont équipés de longues pattes et de moustaches antennes qui les aident à se repérer dans cet espace sombre. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins l'air contient d'oxygène. Mais le nombre d'organismes vivants augmente. L'air est rempli de méthane et de dioxyde de carbone. Aucun habitant de cette grotte n'a jamais vu la lumière du soleil et n'est jamais sorti de l'obscurité. Il semble impossible de survivre dans de telles conditions où les plantes ne produisent pas d'oxygène. La réponse à la question de leur survie est cachée dans un petit lac. La surface de l'eau est recouverte d'une étrange mousse. Si tu la regardes attentivement, tu peux voir que cette substance blanche est vivante. Elle ressemble à du papier mouillé et doux, facile à déchirer. Cette chose est constituée de milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Il y a beaucoup plus de dioxyde de carbone dans la grotte qu'à l'extérieur. Et ces bactéries, comme les plantes, l'absorbent. Mais elles ne le font pas à l'aide de la photosynthèse, ce qui signifie qu'elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles utilisent l'eau pour la chimiosynthèse. Ce que ces bactéries sécrètent est de la nourriture pour d'autres bactéries. Et ces autres bactéries servent de nourriture à des créatures plus grandes. Ce cycle alimentaire unique n'existe nulle part ailleurs sur la planète. En 1952, un appareil de l'aviation américaine baptisé 624 Globemaster II s'est écrasé contre une grande montagne alors qu'il ralliait l'Alaska depuis l'État de Washington. Hélas, pas une seule des 52 personnes à bord ne devait y survivre. Le mauvais temps de l'époque a énormément compliqué la localisation du site de ce crash, et même par la suite, toutes les tentatives visant à le localiser ont échoué. Mais en 2012, l'équipage d'un hélicoptère qui effectuait une mission d'entraînement a repéré des débris de l'avion écrasés sur la surface du Colony Glacier. Ils se sont mis en quête d'autres morceaux et ont confirmé qu'il s'agissait bien de l'avion disparu. Depuis lors, chaque été pendant environ une décennie, différentes escouades militaires se sont jointes à l'opération Colony Glacier. Elles sont parvenues à identifier 40 des 52 personnes qui avaient perdu la vie dans ce crash. Les soldats participant à cette mission n'envisageraient jamais d'abandonner un camarade tombé en mission et estiment qu'il est de leur devoir de ramener ceux qui n'ont pas survécu. Une autre découverte s'est produite dans les Alpes. En 1980, des randonneurs explorant ces reliefs pittoresques sont tombés sur des restes humains. Ils étaient à moitié prisonniers dans la glace au sommet d'un col de montagne entre l'Italie et l'Autriche. Au début, la police a cru qu'il pourrait s'agir d'un accident d'alpinisme. Mais en quelques semaines, les archéologues ont commencé à affirmer que cet homme pourrait avoir vécu plus de 5000 ans auparavant. On a finalement donné à cet homme congelé le surnom d'Ötzi. Il doit son nom à la vallée d'Ötztal, qui est toute proche. Il a depuis acquis une certaine notoriété comme étant la plus ancienne momie des glaces jamais découverte. L'état de congélation d'Ötzi pourrait ne pas être aussi unique que nous le pensions, et c'est là que les choses prennent un tour intéressant. Les archéologues ont justement leur propre théorie. Voyez-vous, au début, tout le monde était persuadé que la découverte des restes d'Ötzi marquait le début d'une ère plus froide, car il avait été pris dans la glace sans la moindre interruption depuis qu'il y avait laissé la vie. Pourtant, au cours des dernières décennies, les glaciers et les calottes glaciaires de par le monde fondent comme un sorbet lors d'une chaude journée d'été. Non seulement Ötzi, mais aussi d'autres reliques anciennes comme des corps, des équipements de chasse, du crottin de cheval, et même d'anciens skis ont commencé à émerger. Les archéologues soutiennent donc l'existence de sites similaires. Ils en ont trouvé bon nombre, et tous s'intègrent parfaitement dans ce champ nouveau de l'archéologie glaciaire. Il semble qu'à mesure que le monde se réchauffe, il puisse nous révéler encore bien des secrets provenant du grand froid. Passons à une autre découverte étonnante. En 2018, William Taylor et Nick Jarman explorèrent les pentes enneigées des monts de l'Altaï en Mongolie et sont tombés sur un ancien trésor caché dans la glace. À l'intérieur, ils ont découvert la tige d'une flèche vieille de 3000 ans, bien préservée et ornée de marques couleur ocre. Elle était en parfait état, une rareté pour des objets aussi anciens faits de matière organique. Ils ont également trouvé d'autres fragments, comme une pointe de flèche en bronze à laquelle les bouts de tendons d'un animal étaient encore attachés. Toutes ces reliques du passé étaient restées intactes pendant des milliers d'années, car elles étaient emprisonnées dans la glace. En Mongolie,
L'augmentation des températures a fait fondre des plaques de glace qui étaient restées intactes pendant des siècles. Des découvertes similaires ont été faites dans le Yukon, aux États-Unis, en Italie, en Sibérie et en Norvège. Des milliers de sites ont ainsi été identifiés. Pourtant, les chercheurs effectuent une véritable course contre la montre afin de documenter et de préserver ces reliques avant qu'elles ne soient perdues à jamais. Leur étude remet en question la définition même de ces territoires comme étant des étendues sauvages et démontre que des peuples indigènes y coexistaient avec la nature. Parfois, les gens découvrent aussi des objets du quotidien aussi simples qu'une sandale. Celle-ci, découverte sur un col de montagne du centre de la Norvège, indique que les gens utilisaient déjà cet itinéraire il y a environ 1700 ans. Cela suggère qu'il y avait moins de neige et de glace dans cette région à l'époque. La sandale, datant d'environ 300 avant Jésus-Christ, ressemble fortement aux sandales romaines de cette époque. Encore une fois en Norvège, des chasseurs ont retrouvé une épée en fer juchée tout en haut d'une montagne, à plus de 1600 mètres d'altitude. Il n'existe aucun site funéraire à proximité, et il est déroutant d'imaginer pourquoi quelqu'un aurait emmené son épée dans un endroit aussi reculé. Les archéologues suggèrent que le propriétaire aurait pu s'être perdu. Par la suite, en 2011, des objets inhabituels ressemblant à des frondes géantes ont commencé à émerger avec la fonte des glaces. La datation au carbone 14 suggère que cet objet singulier aurait été conçu aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Il mesure plus d'1 mètre de long et présente des entailles au couteau. Les archéologues en ont été intrigués, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe les reconnaisse comme une sorte de tenaille ou de pince, utilisée pour arrimer des ballots de foin ou de feuilles au traîneau. Les gens de la région utilisèrent des traîneaux à foin avec de telles pinces jusque dans les années 50, moment auquel les tracteurs sont devenus plus répandus. Remontons maintenant quelques milliers d'années en arrière. Nous pouvons facilement y parvenir, rien qu'en regardant ce mammouth laineux. Ce pachyderme ressemble un peu à un doudou tout mignon, quoique légèrement usé. Cet ancien colosse, qui a connu son apogée il y a 39 000 ans, est le mammouth le mieux conservé jamais découvert. Même son crin hirsute emblématique est étonnamment bien conservé, car il est resté piégé dans les glaces jusqu'à sa récente découverte en Sibérie. Cet animal incroyable fait beaucoup parler de lui à Yokohama, au Japon, où des scientifiques effectuent comme des tests qui ambitionnent de ramener cette espèce éteinte à la vie. Lorsqu'on a découvert cette femelle mammouth, on a découvert un trésor inattendu. Un échantillon de son sang préservé sous la glace. On pense donc que ce sang ancien pourrait détenir la clé de la résurrection du mammouth laineux. On a également retrouvé du tissu musculaire bien préservé. Cette femelle mammouth avait entre 50 et 60 ans lorsqu'elle a connu ce destin glacial. La découverte de sang de mammouth a ravivé les débats sur l'éthique de la résurrection de créatures éteintes, à l'instar du scénario de Jurassic Park. Le plan serait d'implanter un ovocyte dans une éléphante moderne pour une gestation de 22 mois, en espérant qu'au moins une cellule de mammouth vivante parvienne à survivre. Grimpés à bord, nous retournons dans les Alpes françaises. Nous nous trouvons non loin du site où un avion d'Air India s'est tragiquement écrasé il y a 46 ans. Heureusement, nous sommes accompagnés d'un secouriste de montagne consciencieux et de son voisin. Ils se sont rendus dans cette zone après qu'un groupe de touristes ait remarqué un objet étrange sur un glacier. C'était un sac. L'ambassade indienne de Paris en a eu vent et semblait déterminée à le récupérer. Ce qui le rend si mystérieux, c'est qu'il portait les inscriptions de courrier diplomatique et ministère des Affaires étrangères. Le vol Air India était en route de Bombay à New York lorsqu'il a piqué du nez en janvier 1970. Il emportait avec lui 117 personnes. Et devinez ce qui se trouvait d'autre dans ce sac, hormis le courrier diplomatique détrempé, une pile de vieux journaux indiens. Aux côtés de ceux-ci, on a également retrouvé des morceaux de la cabine de l'avion, une chaussure esselée et un tas de câbles, des trésors pour le moins inattendus en pleine montagne. Au cours de l'été 2013, sur l'île canadienne de Ward Hunt, des scientifiques sont tombés sur un message laissé par un géologue du nom de Walker, qui l'avait placé là 54 ans auparavant. Ce message lui a servi en quelque sorte de dernier testament, car il est décédé à peine 1 mois après avoir dissimulé la bouteille dans les rochers de l'île. Le contenu du message était proprement stupéfiant. En 1959, Walker avait mesuré la distance entre ces mêmes pierres et le bord du glacier et l'avait évaluée à seulement 51 mètres. Puis,
En 2013, cette distance s'était creusée pour atteindre 122 mètres. Les chercheurs sont convaincus que ce contraste frappant entre les deux relevés ne fait que souligner les conséquences du réchauffement climatique en cours. Imaginez cette glace fondant dans les montagnes de Norvège, comme une machine à remonter le temps qui nous révèle un trésor caché. Près de 800 vestiges vikings, dissimulés depuis plus de 1000 ans, ont été ainsi découverts. Ils nous donnent un aperçu des routes commerciales florissantes de l'époque viking et du rôle crucial des cols de montagne dans ce commerce ancien. Parmi les découvertes, figurent des chaussures en cuir, des moufles de laine douillette, d'élégantes tuniques, des pointes de flèches entières, des fers à cheval, des bâtons de marche et des ustensiles de cuisine provenant de la panoplie d'un chef viking. Il a même gardé quelques souvenirs de son cheval de charge. Ces vestiges nous fournissent de précieux renseignements sur les anciennes habitudes de voyage et sur l'apogée de cette culture, lorsque ces routes débordaient d'activité. Enfin, ils nous donnent un aperçu de la vie de ces anciens aventuriers. Vous êtes égarés au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain, attendez. Que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque, car ses bâtisseurs l'ont abondamment employée pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okomtun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okomtun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisés pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements.
construite sous la forme d'une vaste toile d'araignée. Ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes, dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalisent 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire Maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle.
Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Il y a 54 000 ans, un intéressant groupe d'individus vivait dans des grottes. Un père, une fille et quelques autres membres de leur famille proche. Le plus intéressant, c'est qu'il s'agit de la première famille néandertalienne jamais découverte. Une équipe de scientifiques a étudié l'ADN ancien de leurs dents et de leurs os pour en savoir plus sur les premières sociétés humaines. Ces recherches ont révélé une chose surprenante. Ils ont probablement vécu dans ces grottes, tous ensemble, en même temps. 11 Néandertaliens vivaient ensemble dans une caverne, la grotte Chagirskaya, et 2 autres dans une autre grotte située à proximité. Ils étaient donc 13, 8 adultes et 5 enfants. Outre leur ADN, les scientifiques ont également retrouvé leurs outils de pierre et des ossements d'animaux. Les Néandertaliens sont les anciens cousins de l'homme, qui sont certainement les plus proches de nous. Leur crâne était long et aplati si on le compare à celui de l'Homo sapiens qui est davantage sphérique. Ils présentaient également cette crête sourcilière proéminente au-dessus des yeux. On les reconnaît facilement à leur visage, dont la partie centrale ressort vers l'avant, ainsi qu'à leur large nez. Certains estiment qu'un tel nez était un moyen de s'adapter à la vie dans des environnements froids et secs. Lorsque l'intérieur du nez est plus grand, il humidifie et réchauffe mieux l'air que l'on respire. Contrairement à nous, ils n'avaient pas beaucoup de menton. De plus, des marques retrouvées sur leurs dents de devant nous indiquent que les Néandertaliens les utilisaient en complément de leurs mains lorsqu'ils préparaient leur nourriture et travaillaient les matériaux à leur disposition. Leur corps était robuste et musclé, avec des épaules et des hanches larges. Leur taille moyenne était de 1,50 m à 1,75 m pour un poids de 60 à 80 kg. Leur forme trapue, avec des os courts au niveau des bras et des jambes, minimisait la surface exposée de leur peau, ce qui les protégeait mieux du froid. Leur espérance de vie était d'environ 30 ans, même si certains d'entre eux vivaient davantage. Les Néandertaliens auraient habité les régions qui sont aujourd'hui l'Europe et l'Asie pendant plus de 350 000 ans. Ils n'ont disparu qu'il y a environ 40 000 ans. C'est à peu près à cette époque que l'on retrouve des traces de l'Homo sapiens en Europe. Leurs familles étaient des groupes très unis de 10 à 20 individus. C'est beaucoup moins que la population de n'importe quel peuplement humain, ancien ou moderne. C'est plutôt la taille des groupes au sein d'une espèce proche de l'extinction. Ces Néandertaliens vivaient dans leurs grottes, au sein de petites communautés, mais ils n'étaient pas isolés du reste de leurs congénères. Ils dépendaient les uns des autres pour survivre. Ils prenaient soin de leurs voisins, en particulier de ceux qui ne pouvaient pas s'en sortir d'eux-mêmes. De plus, leurs grottes n'étaient pas aussi primitives que nous pourrions l'imaginer. Par exemple, il y avait un trou près du foyer qui servait probablement à chauffer de l'eau. De plus, ils organisaient leur espace. Ils avaient des zones de repos, des parties de la grotte, où ils laissaient leurs déchets, et des parties dédiées, où ils fabriquaient des outils en pierre et préparaient leurs pitances. Ils évoluaient dans les vallées fluviales pour attraper des proies, telles que les bisons, les bouquetins, les chevaux sauvages et d'autres animaux. Ils étaient habiles à planifier leur stratégie. Certaines études ont montré qu'ils connaissaient le schéma de migration des rennes. Ils planifiaient donc leur chasse en fonction des prédictions des déplacements de leurs proies. L'un des plus gros animaux qu'ils traquaient était le mammouth laineux. Tu les connais, c'est un parent des éléphants modernes, couverts de fourrure et pouvant peser jusqu'à 5 tonnes, qui s'est éteint il y a bien longtemps. Des études ont montré que les mammouths laineux et les Néandertaliens partageaient certains traits génétiques. Ce n'est pas si surprenant quand on y pense. Les deux espèces se sont développées à partir d'ancêtres africains avant de parvenir à s'adapter au climat froid et rude de l'Eurasie pendant l'ère glaciaire. Elles ont donc été confrontées à des conditions similaires et se sont éteintes à peu près en même temps. Les Néandertaliens ont également eu recours à la pierre pour fabriquer des outils, semblables à ceux qu'utilisaient d'autres des premiers hommes, tels que des grattoirs et des lames fabriquées à partir d'éclats de pierre. Ces outils que les scientifiques ont trouvés dans les 2 grottes qu'ils ont étudiées ont été créés à partir des mêmes matières premières.
Cela signifie que les communautés se côtoyaient et interagissaient probablement d'une manière ou d'une autre. Jusqu'au XXe siècle, beaucoup pensaient que les Néandertaliens étaient très différents des humains modernes, compte tenu de leur génétique, de leur apparence physique et de leur comportement. Mais des découvertes plus récentes sur cette population fossile eurasienne bien préservée ont montré que certains de ses membres étaient semblables aux gens d'aujourd'hui. Les Néandertaliens ont vécu avant et pendant la dernière période glaciaire, le Pléistocène, dans certains des endroits les plus rudes où l'homme ait jamais vécu. En plus de leurs outils et de la capture d'animaux, ils cueillaient des plantes dans les environs. Ils mangeaient aussi souvent des légumes cuits. Leur capacité à rester en vie pendant des dizaines de milliers d'années au cours de la dernière période glaciaire est un très bon exemple de la façon dont les humains peuvent s'adapter à presque toutes les situations. Les Néandertaliens ont également produit l'art rupestre le plus ancien que nous connaissions. Les chercheurs ont exploré 3 grottes espagnoles où ils vivaient, et toutes présentaient des peintures noires et rouges, faites de pointillés, d'animaux et de formes géométriques, ainsi que des empreintes de mains, faites au pochoir et des gravures. Ces peintures ont été réalisées il y a plus de 60 000 ans. Étant donné que l'Homo sapiens est arrivé en Europe 20 000 ans plus tard, on peut supposer que les Néandertaliens étaient la seule espèce humaine présente sur ce continent à l'époque, et que ce sont donc eux qui ont créé cet art rupestre. De plus, ces grottes étaient distantes de 700 km. Ce n'est donc pas comme si seuls quelques Néandertaliens en étaient capables. Ces peintures étaient manifestement une tradition de longue date. Ils étaient également de grands amateurs de mode. Ils fabriquaient leurs propres bijoux, dont certains avec des serres d'aigle. Les exemples les plus anciens que nous ayons pu retrouver remontent à près de 130 000 ans. Ils utilisaient aussi très probablement des pigments pour se camoufler ou orner leur corps. Par ailleurs, l'Homo sapiens n'était pas la seule espèce à maîtriser le feu. Des chercheurs ont examiné plus de 140 restes de feu à travers l'Europe et se sont rendus compte que les Néandertaliens l'utilisaient eux aussi depuis longtemps. Ces traces comprenaient du charbon de bois, des os calcinés et des objets en pierre chauffée. Les Néandertaliens utilisaient le feu pour la cuisson de leurs aliments et la fabrication d'outils. Ils collèrent des manches en bois à des morceaux de pierre avec de la poix, qui agissait comme une colle naturelle. La combustion de l'écorce de bouleau étant le seul moyen de fabriquer ce liquide gluant, les Néandertaliens devaient donc savoir maîtriser le feu. La plupart des gens s'imaginent que les Néandertaliens grognaient probablement, mais en réalité ce n'est pas le cas. Leur voix n'était pas non plus tout à fait la même que la nôtre. Leur grosse poitrine, leur posture et la forme de leur gorge leur donnaient probablement une voix plus forte et plus aiguë que celle de l'homme moyen. Ils n'avaient probablement pas un vocabulaire aussi sophistiqué que le nôtre. Mais ils pouvaient utiliser un langage complexe, car ils disposaient eux aussi d'un os hyoïde. Il s'agit de cette petite chose que nous avons dans notre cou et qui soutient la base de notre langue. C'est cette même chose qui nous permet de vocaliser comme nous le faisons. Les Néandertaliens nous ressemblaient plus que nous ne le pensons. Certains pensent qu'ils auraient même construit des navires permettant de traverser la Méditerranée. Et ce n'est pas comme si les Néandertaliens avaient vécu quelque part. C'était éteint, puis que les humains modernes étaient apparus. Il semblerait que ces groupes se soient rencontrés il y a environ 100 000 ans dans la péninsule arabique ou au Moyen-Orient. C'est à cette époque que les premiers groupes d'humains modernes ont quitté l'Afrique. Des scientifiques ont analysé l'ADN de l'une de ces femmes de Néandertal qui vivaient il y a plus de 50 000 ans. Et ils présentaient également des gènes d'humains modernes. Certains traits physiques, comme la couleur de la peau et des cheveux, l'humeur et les habitudes de sommeil, sont liés à la quantité de lumière solaire dont nous bénéficions. Les Néandertaliens ont vécu en Europe et en Asie longtemps avant l'arrivée de l'homme moderne. Ils étaient donc habitués à un ensoleillement moindre par rapport à ceux venus d'Afrique. Ces Néandertaliens avaient des traits de caractère différents en raison de leur plus faible exposition à la lumière du soleil, et ces traits ont été transmis à leur progéniture lorsqu'ils se sont mêlés aux humains modernes. En d'autres termes, certains traits de caractère que les humains modernes présentent aujourd'hui sont influencés par les gènes de Néandertal. Par exemple, les personnes qui sont noctambules ont parfois quelques gènes néandertaliens. Et par ailleurs, environ 1% des Néandertaliens avaient la peau claire, les cheveux roux et peut-être même des taches de rousseur. En novembre 1922,
un garçon marchant dans les montagnes désertiques d'Égypte a découvert des marches antiques taillées dans la roche. Par la suite, cette découverte est devenue l'une des plus grandes et des plus importantes découvertes archéologiques au monde. Cette marche faisait partie du tombeau intact de Toutankhamon. Les archéologues ont trouvé environ 5000 objets anciens, dont des bijoux, des tissus, des vases peints et des masques funéraires. Tu as probablement vu l'un d'entre eux. Il est devenu l'un des attributs les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Plus de 100 ans se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, l'humanité s'est enfin rapprochée d'une autre découverte de grande envergure, la tombe de Cléopâtre. Cette reine a été la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte, qui a siégé sur le trône de 51 à 30 avant notre ère. Il existe de nombreux documents anciens sur Cléopâtre, son règne et sa personnalité hors du commun. Mais jusqu'à présent, personne n'avait découvert les secrets de son décès et de son lieu de sépulture. Kathleen Martinez, archéologue, étudie depuis des décennies les documents anciens et les temples autour d'Alexandrie et a conclu que la tombe de la reine devait se trouver sous la cité antique de Taposiris Magna, Tapusiris Magna, fondée en 280 avant notre ère. Il s'agissait d'une grande ville située sur la côte nord de l'Égypte, où des dizaines de milliers de personnes travaillaient dans le commerce et l'industrie. Et il semble que les suppositions du docteur Martinez se soient révélées exactes. Avec un groupe d'archéologues, elle a découvert un tunnel souterrain secret près d'Alexandrie, d'une longueur d'environ 1300 mètres. Il a été creusé dans la roche sous le temple de Taposiris Magna. Au cours des fouilles, ils ont trouvé de nombreux éléments qui indiquent que la tombe de Cléopâtre se trouve dans les profondeurs du tunnel. Il est également possible qu'elle y soit enterrée avec le commandant romain Marc-Antoine. Selon des documents anciens, Cléopâtre et Marc-Antoine s'aimaient et s'opposaient ensemble au Sénat romain, qui déclarait Antoine traître. Le fait que des catastrophes naturelles se soient produites sur le territoire de Taposiris Magna pendant des milliers d'années peut compliquer les fouilles. Des tremblements de terre et des inondations ont détruit la ville, et peut-être inondé ces tunnels souterrains. Mais les archéologues espèrent peu que l'ancienne tombe est restée intacte et qu'elle cache de nombreux trésors et documents sur la vie royale de l'Égypte ancienne sous le règne de la dernière dynastie. Il est possible que les fouilles se déroulent sous l'eau et dans la boue. Cela demandera beaucoup de temps et de moyens financiers, mais les archéologues sont sûrs que cela en vaut la peine. Quoi qu'il en soit, il est trop tôt pour affirmer que Cléopâtre est réellement enterrée à cet endroit, mais les scientifiques ont trouvé de nombreux objets dans le tunnel qui le confirment, notamment des pots en argile, des dizaines de pièces de monnaie à l'effigie de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, ainsi qu'un buste à l'effigie de la reine égyptienne. Cléopâtre reste l'une des personnalités les plus populaires d'Égypte, au même titre que Ramsès III et Toutankhamon. Elle a inspiré de nombreux films, peintures et livres. Mais qu'est-ce qui l'a rendue si populaire ? Elle est devenue célèbre pour son inconstance. C'était une souveraine belle et intelligente qui a sorti l'Égypte de la crise et en a fait une puissance prospère. Les textes arabes médiévaux indiquent qu'elle connaissait la chimie, les mathématiques et la philosophie, et qu'elle a peut-être écrit plusieurs ouvrages scientifiques. Elle connaissait plusieurs langues et avait d'excellentes compétences diplomatiques. Par ailleurs, de nombreuses légendes affirment qu'elle était une femme fatale, qui rendait beaucoup d'hommes fous. Cependant, rien ne prouve que sa beauté était incomparable. Hollywood a créé l'image d'un modèle éblouissant en tournant plusieurs films dans lesquels des actrices célèbres interprétaient le rôle de Cléopâtre. L'empereur romain Octave, fils adoptif de Jules César, a quant à lui créé l'image d'une séductrice insidieuse parce qu'il était son ennemi. Bien qu'elle soit née en Égypte, Cléopâtre n'était pas égyptienne. Ses ancêtres étaient des Grecs, dont l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Cependant, le peuple égyptien l'aimait. Elle a appris la langue et a été très sensible aux traditions de ce pays. Elle connaissait bien l'histoire, la mentalité et les coutumes de l'Égypte ancienne. Elle a relevé le niveau de l'économie égyptienne et renforcé le statut de l'Égypte en tant que puissance mondiale. Tout cela a été rendu possible en grande partie grâce à sa ruse et à sa force de persuasion. Elle aimait les représentations théâtrales et les fêtes somptueuses. Elle savait comment surprendre les gens et se donner en spectacle. Mais derrière l'image extérieure d'une amatrice de luxe se cachait une souveraine intelligente et calculatrice. L'Égypte ancienne était un pays riche et luxueux, et Cléopâtre a tout fait pour accroître sa richesse et renforcer sa position sur la scène internationale. Par exemple, une fois, elle était en conflit avec son frère Ptolémée XIII.
Sachant qu'elle ne pourra pas lui résister, la reine a décidé d'attirer Jules César à ses côtés. L'empereur romain est arrivé à Alexandrie, où Cléopâtre voulait le rencontrer. Mais Ptolémée a eu vent de ses projets et a voulu l'empêcher de se rendre auprès de César. Au lieu d'une arrivée riche et bruyante, Cléopâtre décide de passer inaperçue. Elle s'enveloppe dans un tapis ou un sac de lin que les serviteurs de l'empereur transportent dans les appartements privés de César. Cléopâtre sort du tapis et impressionne l'empereur romain par sa beauté et sa détermination. Ils tombent amoureux l'un de l'autre et deviennent de proches alliés. Quelque temps plus tard, elle impressionne un autre Romain influent à des fins diplomatiques. Elle se rend à la rencontre de Marc-Antoine sur une barge dorée au voile pourpre et aux rames d'argent. Cléopâtre est habillée à l'image d'Aphrodite et est assise sous un magnifique dais. Zeus, serviteur, déguisé en Cupidon, souffle dans son éventail et brûle de l'encens. Mais Cléopâtre a créé un tel spectacle pour une raison bien précise. Elle savait qu'Antoine vénérait la mythologie grecque et se considérait comme l'incarnation de Dionysos. Cette femme l'impressionne tellement qu'il finit par l'épouser. Cléopâtre défend sa couronne, renforce son alliance avec Rome et donne 3 enfants à Antoine. En Égypte, ils organisent de grandes fêtes et jouissent de la richesse et du pouvoir. Cependant, la relation d'un haut fonctionnaire avec la reine égyptienne provoque un scandale à Rome. Comme Octave est le principal adversaire d'Antoine dans la lutte pour le pouvoir, il exploite la situation pour ternir la réputation de son concurrent. Il utilise la propagande pour faire de Cléopâtre une séductrice insidieuse aux yeux des citoyens romains. Il accuse Antoine d'avoir succombé à ses charmes. Le Sénat romain soutient Octave et déclare Cléopâtre ennemie. En 33 avant notre ère, ce conflit atteint son apogée lorsque la marine d'Antoine affronte la flotte d'Octave. Ce dernier l'emporte et oblige son ennemi à fuir en Égypte avec Cléopâtre. Selon certaines sources, il se serait réfugié près d'Alexandrie. Poursuivi par les Romains, il se cache dans l'un des palais de Cléopâtre et trouva la mort. Certaines légendes racontent que Cléopâtre était experte en poison. Elle aurait provoqué la morsure d'un serpent venimeux, une vipère ou un cobra égyptien. Selon une autre légende, elle se serait piquée avec une aiguille empoisonnée. Une théorie veut que Cléopâtre ait toujours transporté une ampoule de poison dans sa brosse à cheveux. Lorsqu'elle était coincée, elle imbibait l'aiguille de ce poison et se piquait. Rien de tout cela n'est certain. Les scientifiques tentent toujours de découvrir la vérité. Peut-être que lorsqu'ils atteindront la tombe de Cléopâtre, le monde obtiendra plus de réponses sur son destin tragique. Elle est considérée comme la dernière souveraine d'Égypte. Après sa mort, Octave pille ses palais et ses temples et retourne à Rome, où il devient le principal empereur. Il gouverne le pays avec succès et en élargit les frontières. Son règne s'est achevé à l'âge de 75 ans. L'histoire du monde aurait été différente si Cléopâtre et Marc-Antoine n'avaient pas perdu cette bataille navale. À propos, saviez-vous qu'il s'est écoulé plus de temps entre le règne de Cléopâtre et le volume de Neil Armstrong sur la Lune qu'entre le règne de la reine égyptienne et la construction de la grande pyramide de Gizeh? Armstrong a posé le pied sur le satellite de la Terre en 1969, soit 2038 ans après la naissance de Cléopâtre. Et la construction de la pyramide a eu lieu en 2560 avant notre ère. Imagine la longueur de l'histoire de l'Égypte ancienne. Cléopâtre est plus proche de nous dans le temps que les pyramides. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen, par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire.
Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour. 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise.
Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné, les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km. Les archéologues égyptiens ont récemment fait une découverte extraordinaire près du Caire. Roulement de tambour, s'il vous plaît. La momie la plus ancienne et la plus complète jamais mise au jour dans le pays. Cette momie, vieille de 4300 ans, a été trouvée dans un ensemble de tombes près de la pyramide à degrés de Djéser, datant de l'ancien empire égyptien. Elle était recouverte de couches d'or. L'équipe a également découvert plusieurs autres tombes, dont une appartenant à un haut dignitaire égyptien et une autre à un gardien des secrets, qui présidait aux cérémonies. Une autre tombe intéressante était celle d'un scribe, qui contenait les plus grandes statues jamais découvertes dans la région. Ce vaste site funéraire abrite également plus d'une douzaine de pyramides et de lieux de sépulture. L'une des momies les plus célèbres au monde est probablement celle d'Hatshepsut. Elle a gouverné l'Égypte pendant environ 20 ans, érigé de nombreux édifices impressionnants et créé de nouvelles routes commerciales. Cependant, lorsque l'archéologue Howard Carter a découvert son tombeau dans la vallée des rois, son sarcophage était vide. Carter a néanmoins trouvé 2 cercueils dans une autre tombe, dont l'un appartenait à la nourrice d'Hatshepsut et l'autre à une femme inconnue. En 2006, une équipe de spécialistes a décidé d'enquêter pour déterminer si cette femme mystérieuse était la reine en personne. Ils ont découvert une molaire dans une boîte en bois portant le nom d'Hatshepsut, et lorsqu'ils l'ont comparée à la mâchoire de la momie, elle correspondait parfaitement. Ramsès II était un souverain des plus remarquables, mais c'est sa momie, plus encore que ses accomplissements, qui aura finalement marqué l'histoire. Ramsès est considéré comme le pharaon le plus puissant de toute l'Égypte, ayant régné durant pas moins de 6 décennies. Il a également vécu jusqu'à l'âge canonique de 90 ans, ce qui était tout à fait remarquable compte tenu de l'époque à laquelle il vivait. Ramsès II aurait eu plus de 100 descendants, parlé d'une famille nombreuse. À sa mort, son corps fut initialement enterré dans la vallée des rois, mais des pillards tentèrent de dérober les trésors de son tombeau. Ses successeurs, ne pouvant tolérer de tels actes, déplacèrent donc son corps vers un lieu tenu secret pour le protéger. Avance rapide jusqu'au XIXe siècle, quand la momie de Ramsès II fut découverte avec celle d'autres souverains et dignitaires. Cependant, elle n'était pas en très bon état. Les archéologues décidèrent donc de l'envoyer à Paris pour des soins appropriés. Le problème,
c'est qu'il ne pouvait tout simplement pas être expédié vers un autre pays. La seule solution fut de donner à Ramsès II un passeport. Sa profession y était indiquée comme roi, et le document comportait même sa photo. La plupart des momies ne sont pas nécessairement réputées pour avoir une peau très hydratée, mais celle d'une femme originaire de Chine et surnommée Lady Di prouve le contraire. Non, nous ne parlons pas de cette Lady Di, mais d'une marquise remontant à la dynastie Han, découverte dans un tombeau richement décoré en 1971. Grâce aux conditions particulières de son sépulcre, humidité et absence d'oxygène, son corps était presque parfaitement préservé. Sa peau était douce, ses cheveux impeccables, et elle était encore souple. Le musée qui expose aujourd'hui sa momie montre également une multitude d'objets luxueux enterrés avec elle, comme de la vaisselle et des instruments de musique. Les archéologues, en examinant la momie de plus près, découvrirent qu'elle était décédée d'une crise cardiaque vers l'âge de 50 ans. Bien qu'elle ait quitté ce monde depuis plus de 2000 ans, Madame Di continue de fasciner. La momie d'Ötzi, l'homme des glaces, fut découverte dans les Alpes en 1991. Les autorités autrichiennes pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne, tant il était bien conservé. Il s'avéra qu'il provenait en réalité de l'âge du cuivre. Grâce à l'étude de sa momie, retrouvée dans un col de montagne à plus de 3000 mètres d'altitude, nous en avons énormément appris sur la vie en Europe durant le Chalcolithique. Par exemple, nous savons qu'il était originaire d'Europe centrale et qu'il consommait régulièrement de la viande. Il souffrait également d'arthrite, de rétrécissement des artères et de troubles intestinaux. Mais il utilisait probablement l'acupuncture et des herbes médicinales pour traiter ses affections. Apparemment, il était aussi très habile de ses outils. Il les avait aiguisés quelques jours à peine avant sa mort prématurée. Peut-être anticipait-il des ennuis? Ou se préparait-il simplement pour une tâche de routine? Le roi Toutankhamon et son histoire figurent parmi les plus célèbres de toutes les momies d'Égypte. Ce pharaon est décédé à l'âge précoce de 19 ans, il y a plus de 3 millénaires, mais sa momie reste l'une des plus emblématiques au monde. Lorsque son tombeau a été ouvert en 1922, l'excitation était à son comble car il était encore intact, contrairement à de nombreux autres tombeaux royaux. Il contenait des sarcophages somptueusement ornés, dont un en or massif. Non seulement le tombeau de Toutankhamon nous a offert un aperçu de l'histoire de l'Égypte ancienne, mais sa momie nous a également beaucoup appris sur l'époque dans laquelle il vivait. L'analyse de son ADN a permis d'identifier ses parents et a révélé que le pharaon souffrait d'une rare maladie osseuse qui aurait pu le rendre invalide. Ginger est probablement l'une des momies les plus fascinantes dont vous entendrez jamais parler. Il ressemble à un voyageur temporel venu d'il y a 5000 ans, arborant encore ses cheveux dorés et ses ongles parfaitement préservés. Ginger a été découvert en Égypte et est considéré comme le corps momifié le plus ancien jamais découvert. Avant que les Égyptiens ne maîtrisent l'art de la momification, ils plaçaient les corps dans des tombes peu profondes dans le sable chaud et sec. Comme ce dernier absorbait toute l'eau, les bactéries ne pouvaient ne pas se reproduire, et le corps était ainsi préservé naturellement. Aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas certains que la préservation de Ginger était intentionnelle, mais étant donné que sa sépulture était constellée de poteries, il est probable que ceux qui l'y ont enterré aient connu des techniques de préservation avancées. Si vous souhaitez rencontrer Ginger en personne, il est actuellement exposé au British Museum. Un collectionneur d'art néerlandais a acquis une statue de Bouddha en Chine et a fait une découverte surprenante. Elle contenait une momie cachée à l'intérieur. Hélas, le corps était trop fragile pour être déplacé. Il a donc fallu le laisser sur place. La partie la plus impressionnante est que cette momie a plus de 1000 ans et qu'elle avait été exposée pendant 200 ans avant d'être enfermée dans cette statue. Lorsqu'ils en ont effectué la tomographie, les scientifiques ont découvert que la momie était remplie de morceaux de papier couverts d'écriture. Les experts pensent qu'il aurait pratiqué l'automomification, un processus radical impliquant un régime alimentaire particulier et un thé qui rend le corps moins susceptible aux bactéries. Seules quelques personnes pouvaient accomplir ce rituel, et celles qui y parvenaient étaient profondément respectées. Peu de reines égyptiennes ont autant intrigué les scientifiques et les historiens que la sublime Néfertiti. Si l'on en croit ses effigies, elle était renommée pour son cou élancé, ses grands yeux et ses pommettes saillantes. Son nom se traduit d'ailleurs par « La belle est venue ». Si ça ce n'est pas de la prédestination. Bien qu'elle ne fût pas pharaon elle-même, Néfertiti a tout de même réussi à laisser une empreinte durable. Les archives suggèrent qu'en tant qu'épouse royale, elle était extrêmement influente. En raison de son pouvoir,
Elle était certes admirée, mais s'était également fait de nombreux ennemis tout au long de sa vie. Elle était également liée à Toutankhamon, mais pas par le sang. Il s'agissait de sa belle-mère. Jusqu'à présent, sa momie n'a toujours pas été identifiée, mais cela pourrait bientôt changer. Un égyptologue, qui a fouillé des tombes dans la vallée des rois, a découvert 2 momies qu'il pense être celles de Néfertiti et de sa fille. Selon les spécialistes, nous pourrions bientôt obtenir une réponse définitive quant à l'identité de ces 2 dépouilles. Si l'une d'elles s'avère être Néfertiti, nous pourrions être en présence d'une découverte majeure. L'analyse ADN et la tomographie de la momie pourraient nous offrir l'image la plus complète et précise de la reine que nous ayons jamais vue. Il est incroyable de penser que nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache en dessous de l'Égypte moderne. Néfertiti a régné sur l'Égypte pendant une période de grande puissance et de prospérité. Mais est malheureusement décédée au cours d'une période de troubles qui ont conduit à la perte de son site funéraire. Qui peut vraiment prédire où elle se trouve aujourd'hui? Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile, surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama. Mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous,
les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabe, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly, un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotées de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau.
Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games. L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle est l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé.